L'année dernière, un film documentaire intitulé « Agent de la RATSI-ARS en Ukraine » est sorti sur ma chaîne. L'une des figures principales de ce film était l'anticultiste Pavel Broïdé. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas ? Celui qui est apparu dans la fuite scandaleuse de Surkov et qui travaillait directement pour la RATSIRS d'Alexandre Dvorkin. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, un article intitulé « Démasquer le réseau d'influence russe » est apparu sur Internet. Il s'agit ici du réseau d'influence anticulte. Et dans cet article, entre autres, il y avait pas mal d'informations intéressantes. On y parlait de la France, de la Serbie, des pays baltes, de la Tchéquie, de Kremenovskaya, de Luigi Carvalha, et ainsi de suite. Il y avait également une section consacrée à Pavel Broïdé. Des informations qui n'apparaissaient pas dans le film de l'an dernier, tout simplement parce que je ne les connaissais pas à l'époque. En tant que personne qui s'efforce d'assembler les pièces du puzzle pour en faire un tout cohérent, j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile de lire aujourd'hui ce passage. Je rappelle que nous continuons d'étudier l'anticultisme et son influence destructrice sur la société. Alors, citation. Ukraine, l'axe Dvorkin-Broïda-Surkov. L'histoire de l'anticultisme ukrainien ne commence pas avec Irina Kremenovskaya. Avant elle, l'axe Dvorkin-Pavel-Broïda était déjà actif. Dans les documents Surkov Leaks et dans les rapports analytiques sur la guerre hybride menée par la Russie, Broïda apparaît comme une personne liée à des projets de déstabilisation de l'Ukraine. Fédéralisation, réseaux médiatiques, portails régionaux, initiatives pseudo-écologiques, travail avec les structures religieuses, achat d'influence dans les médias. Bien avant la création officielle de Ratsir en 2006, Dvorkin et Broïda mettaient en place le réseau Dialogue, un réseau de centres antisectes en Europe de l'Est. En 2002, lors d'une conférence antisecte à Vinnytsia, avec le soutien des structures de l'Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou et des organismes d'État ukrainiens, le Centre d'Europe de l'Est Dialogue a été créé. Dvorkin en est devenu le président, Broïda le directeur exécutif. Plus tard, Broïda a créé des centres ukrainiens du centenaire et a travaillé à travers l'agenda orthodoxe anti-secte, qui était officiellement présenté comme une protection de la société contre les sectes, mais qui en réalité donnait à Moscou des leviers d'influence sur le champ religieux, médiatique et législatif de l'Ukraine. L'essence de la correspondance de Surkov note « La fuite » se compose de 3 parties. Les courriels proviennent des comptes de Surkov lui-même, de son assistant et de la dirigeante du Parti communiste de Kharkiv, Alla Alexandrovska. Au total, environ 4000 courriels couvrant la période de 2013 à 2015. L'essence de la correspondance de Surkov réside dans le fait que le milieu antisectaire et religieux n'a pas été utilisé comme un sujet d'étude religieuse, mais comme un élément de la guerre hybride. Broïda a proposé des idées et dirigé des programmes pour mettre en œuvre les plans du Kremlin, ainsi que suggérer une architecture médiatique, des sites pour légitimer les récits pro-russes et des portails militaires pour démoraliser. Des portails régionaux pour renforcer les sentiments séparatistes et des sites pseudo-nationalistes afin de semer la division même au sein du public patriote. Il a proposé d'acheter de l'influence dans les médias ukrainiens et d'utiliser les structures religieuses comme plateforme d'influence. Il est particulièrement révélateur que l'épisode de Zaporijia soit décrit dans une analyse pro-ukrainienne de la guerre hybride menée par la Russie. Dans la région de Zaporijia, Broïdé a proposé au Kremlin de promouvoir une stratégie de fédéralisation régionale sous couvert d'un agenda civique local. Différents leviers ont été envisagés pour la région. Des leviers historiques à travers la mémoire de la Sitch de Zaporijia, économiques et écologiques. Finalement, l'approche écologique a été choisie. Zaporijia, en tant que région industrielle confrontée à de réels problèmes écologiques, devait obtenir un statut particulier, soi-disant pour les résoudre. C'était là l'essence de l'opération. Sous cette bannière, qui ne comportait pas la moindre allusion au tricolore russe, le Kremlin a obtenu un soutien considérable autour de ce qui s'est avéré être un problème local. Des dizaines de milliers de signatures ont été recueillies et présentées au Parlement ukrainien et des rassemblements ainsi que des tables rondes ont également été organisés. Pour le public, cela semblait être un problème local, une préoccupation pour l'air, la santé des habitants et l'avenir de la région industrielle.
Mais sur le plan fonctionnel, cette initiative a servi d'étape préparatoire à un objectif politique avantageux pour Moscou. Affaiblir le pouvoir central, promouvoir l'idée d'un statut particulier pour la région. Cet exemple est important pour comprendre l'activité antisecte dans son ensemble. Attention, l'influence russe ne se manifeste pas forcément de manière frontale, avec des slogans ouvertement pro-russes ou une rhétorique franchement anti-ukrainienne. Bien plus souvent, elle s'infiltre par ce qui semble utile, voire patriotique. Préoccupation de la société, protection contre les sectes, sécurité des enfants, expertise religieuse, etc. En apparence, une inquiétude sociétale. En réalité, un conflit, une division, une pression sur les institutions et un résultat qui correspond au scénario de l'adversaire. C'est pourquoi cet épisode est important non seulement comme une histoire sur Pavlo Broïda et la fédéralisation, il dévoile une méthode. Une personne impliquée dans les activités du réseau anti-secte se retrouve entraînée dans un projet de guerre hybride, où des initiatives extérieures bienveillantes servent de couverture aux actions de l'adversaire. Le réseau anti-secte a déjà participé à des opérations dirigées contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle a déjà utilisé efficacement des thèmes tels que la lutte contre les sectes, la sécurité religieuse et la protection de la société comme couverture pour créer des divisions au sein du pays. Cela signifie que les futures initiatives anti-sectes en Ukraine ne peuvent pas être évaluées uniquement sur la base de leur nom et de leurs déclarations publiques. En temps de guerre, il est particulièrement important de regarder les résultats. Qui est désigné comme ennemi intérieur ? Quelles divisions sont créées dans la société ? À quelles décisions l'État est-il poussé ? Quelles ressources sont détournées du service ? Et le résultat sert-il les intérêts de la Russie ? C'est précisément pour cette raison que la structure anti-secte ukrainienne, même lorsqu'elle parle le langage de la protection de la société, du patriotisme, de la lutte contre les menaces, nécessite une attention particulière. L'expérience de Pavel Broïda montre qu'une initiative qui semble utile en surface peut ne pas être une solution au problème, mais plutôt une étape dans le scénario de l'adversaire. Dans cette logique des sectes, la sécurité religieuse et la protection de la société ne deviennent plus des termes de l'étude des religions, mais des instruments politiques de la guerre hybride. De la guerre. Fin de citation.